Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est débat, analyse et expertise évidemment avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, je viens d'obtenir le job de mes rêves. Où est le piège ? C'est pas si simple. On va en parler avec Flaubert Vuillier, il est le fondateur de la Manufacture RH, il est notre invité. Le cercle RH, l'art de faire du réseau. Est-ce que le réseau est plus puissant que n'importe quel réseau d'emploi, Indeed, France Travail ? Est-ce que le networking est la clé du succès professionnel ? Peut-être, on va en parler en tout cas avec des experts du réseau, Alain Marty, Alban Armand et Nicolas Chéreau. Ils vont nous en parler dans le cercle RH. Et on terminera notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Que mettre dans son onboarding ? Oui, la manière dont vous allez être accueilli dans l'entreprise, c'est déterminant, tout simplement pour rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. On en parlera avec Alexandre Grenier, CEO et cofondateur de Workello. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, ça vous est arrivé, obtenir le job de votre rêve, c'est-à-dire que vous avez atteint le Graal. Pas si simple. On en parle avec vous, Flaubert Vuillier, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. C'est bien d'avoir obtenu le job de son rêve. On est heureux, on sort le champagne, on fait un bon dîner. Mais j'ai envie de dire, et vous allez le dire, j'en suis sûr, le plus dur reste à faire. Ah oui, bonjour Arnaud. En effet, c'est très bien d'avoir obtenu ce fameux job, le Graal, dont on rêvait depuis tant de temps, mais c'est là que tout commence en fait. Enfin, on n'est pas candidat à vie, c'est-à-dire que candidat, c'est pas être un métier. C'est bon, on a fait le job, on a convaincu, maintenant il faut y aller, il va falloir délivrer. Donc il y a en effet quelques pièges à éviter. Quelques conseils d'abord, parce que c'est important pour vous de posture, et c'est un mot d'ailleurs qui a été utilisé très récemment par Michel Barnier, oui. Lors de sa première sortie et de sa deuxième sortie, il a utilisé ce mot en permanence, le mot humilité. C'est vrai que l'humilité, je pense que c'est une bonne posture à avoir quand on a ce fameux job de ses rêves. C'est bon, on a été pris pour ses qualités, pour ses compétences, pour son parcours, etc. Pour autant, quand on arrive, il faut faire preuve de cette humilité. C'est vrai que notre nouveau Premier ministre a évoqué ce mot-là. C'est pas parce qu'on a été pris qu'on sait tout et qu'on doit en mettre plein la vue à tout le monde. Et cette humilité, elle va aussi à un autre niveau. Il ne faut pas oublier, quand on rejoint une organisation, on arrive sur de l'existant. Des personnes qui ont contribué à faire des choses. Si on leur renvoie l'image que tout ce qu'ils ont fait, c'était pas bien, c'était nul, il faut faire très attention à ça, sans oublier que c'est toujours facile, après coup, de dire « fallait pas prendre cette décision ». On oublie le contexte. Il y a le texte, mais il y a le contexte. Et le contexte, souvent, fait que des décisions ont été prises, on les respecte, et puis nous, on va apporter sa propre patte. On voit bien là, le manager qui va superviser une équipe, une grande équipe, et qui peut évidemment avoir le sentiment de tout éliminer pour recréer, comme d'ailleurs certains politiques peuvent le faire. Est-ce que l'autre danger, c'est pas d'aller trop vite ? Oui, aller trop vite, par exemple, aller trop vite en besogne en se disant « ça y est, j'ai ce fameux job, je suis content, maintenant il va falloir que je délivre et je vais me donner corps et âme dans ma mission ». Et il ne faut pas confondre le marathon et le sprint. On ne court pas un marathon comme on court un sprint, je le disais tout à l'heure. L'important, c'est de le garder, ce job, c'est de tenir dans la durée. Donc il faut faire attention à se ménager aussi et puis apprendre à dire non. Pas être le bon élève qui va prendre tout ce qu'on lui donne, mais à un moment donné dire « non, attends, ça, on va le faire autrement, c'est pas dans mes prérogatives, parce que sinon, on va vite se noyer. » Et puis là, on ne va pas le garder, son job de ses rêves. Je reprends le thème du débat qui nous attend dans quelques minutes sur le réseau. Parce qu'il y a le réseau extérieur, mais il a dû avoir besoin de son réseau extérieur pour avoir le job de ses rêves. Mais il y a aussi le réseau à l'intérieur. Alors ça, c'est très important. Souvent, on va arriver, on va penser à la technique. Il faut que je sois à la hauteur techniquement. Il faut que je montre que je délivre. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Mais il y a l'humain. L'humain est très important. Comment on se tisse un réseau en interne ? Comment on arrive à nouer des amitiés ou en tout cas créer des connexions sur des sujets. Et l'humain est au moins aussi important que la technicité pour arriver à tenir dans la durée dans ce job de ses rêves. Et puis il y a un autre sujet qui est important, c'est ce sentiment inverse d'ailleurs du syndrome de l'imposteur. J'ai atteint le job de mes rêves. Et soudain coup, le sol se dérobe sous mes pieds. Je me mets à trembler, j'ai très peur. Alors là, on est à l'inverse de celui qui manque d'humilité. Et souvent, on dit la vérité est entre les deux. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire « Waouh, ça y est, j'ai été pris ».
mais je ne l'ai pas été sur un malentendu. Ce fameux syndrome de l'imposteur, alors moi je trouve qu'on en entend trop parler aujourd'hui de ce syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression qu'il y a des imposteurs à tous les coins de rue. Je fais du coaching, je vois des gens qui sont en vrai doute. Pour autant, moi ce que j'aime leur rappeler à ces personnes-là, c'est de leur dire, mais plus tu montes en compétences, plus on monte, plus on peut avoir un peu le vertige. Mais en fait, notre petite voix interne, on a toutes et tous une petite voix interne qui va nous dire « Oh là là, est-ce que tu vas être à la hauteur ?» etc. Non, on va la changer et elle va plutôt nous dire « Arnaud, tu es en train de monter en compétences là, tu es en train de grandir, tu es en train d'apprendre, c'est bien ce que tu fais. » Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose, mais vraiment entre les deux. Sans peur et avoir le sentiment, en tout cas, qui est plus qu'un sentiment, que je me bonifie. C'est-à-dire que je grandis avec mon poste. Exactement. Quand on a ce fameux job, on s'est battu pour l'avoir. On va franchir un cap, on va monter une marche. C'est normal qu'on ait des doutes. C'est normal, on va apprendre des choses. On va sortir de sa zone de confort. Avant de nous quitter, Flaubert, un dernier mot, parce qu'on a démarré avec cette idée d'être humble. Est-ce qu'il faut une période, est-ce que vous conseillez une période d'observation, et j'allais dire presque de silence? C'est-à-dire, j'ai le job de mes rêves, mais je vais d'abord observer. Je vais marquer des silences, des longs silences d'observation. Est-ce que c'est nécessaire ? Moi, j'aime beaucoup le côté, alors silence, réflexion, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, on ne va rien dire, mais en tout cas, cette posture d'observation, pour moi, elle est très importante. D'ailleurs, le conseil qu'on peut donner aussi, c'est, à un moment donné, de faire une sorte d'audit, et puis ensuite, on a le fameux retour d'expérience qu'on va présenter en disant, voilà, moi, j'ai observé ça, on met du positif, des choses à modifier, et puis voilà ce que je propose de faire comme plan d'action, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans ce bonheur ambiant, de bien se caler avec son boss sur ses attentes, les enjeux et les objectifs. Sinon, très rapidement, on ne va pas être là où il nous attend. Il va y avoir beaucoup de frustration, voire un peu plus. Et là, comme dit Woody Allen, on redescend l'escalier. Oui, et assez vite en général. Et assez vite. Merci Flaubert Vuillet pour tous ces conseils qui sont très concrets et très pratiques pour tous ceux qui changent de job et souvent qui progressent. Attention, danger, soyez vigilants. Merci Flaubert, fondateur de la Manufacture RH. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Le cercle RH, tiens, on ne va pas être dépaysé. Le networking, le réseau, à quoi il sert? Comment on fait? Certains n'osent pas. Est-ce que c'est un levier nécessaire, presque incontournable pour trouver un emploi? On en parle avec mes invités et c'est le cercle RH. Le cercle RH, notre débat pour parler du networking. Alors, on va bien sûr le traduire, c'est l'idée de faire du réseau, de rencontrer des gens dans des cercles. Alors, ça peut être la porte de l'école quand vous déposez vos enfants, c'est le début du réseau, là on y rencontre des gens. Ça peut être le club de sport et puis plus largement tous les cercles que vous connaissez. Et il y a des spécialistes évidemment de ce networking, de ce réseau. 3 invités avec moi. Alban Armand, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du recrutement permanent chez Robert Half. Vous venez régulièrement nous faire partager des études, des analyses sur le recrutement. Là, vous avez parlé du réseau. Vous avez été recruté comment, vous d'ailleurs ? Écoutez, par le réseau. Donc, je pense que j'ai la bonne réponse. C'est réellement la réalité. Ouais. Je vous expliquerai. C'est le réseau. Ouais. Merci d'être là. À vos côtés, Alain Marty, fondateur du Networking Premium Group. Alors, vous êtes incollable en France sur tous les sujets de networking. Vous êtes le spécialiste de cette question et auteur de ce livre, Réseau d'influence, nouvelle édition. Mais il y a une nouvelle édition, je crois, qui va ressortir. Le guide du networking en France aux éditions du Rocher. Et c'est un peu le who's who de tous les cercles les plus dingues. Alors là, je prends le cercle de l'étrier, mais vous avez la COSEF pour la Chambre franco-espagnole. Tous les réseaux qu'on peut imaginer qui permettent d'avoir l'adresse, le nom du président, le mail. Et donc, si vous avez envie... Les tarifs aussi. Et les tarifs. Et puis, il y a aussi des cercles, il faut le dire, où on n'y rentre pas en payant. On y rentre parce qu'on est coopté. L'Automobile Club de France et quelques autres cercles très, très pointus. Et avec moi, Nicolas Chéreau. Bonjour Nicolas, directeur général délégué au développement de chez Quadrilatère, qui fait de l'immobilier. Mais ce n'est pas le sujet. Vous faites de l'immobilier. L'aménagement d'espace, mais dans la grande famille de l'immobilier. Dans la grande famille, mais vous avez créé le Wine Club, qui est très connu. On l'espère, en tous les cas, on essaye de le développer, de le garder d'une manière un peu intimiste pour nos clients. Il est bien, Alain, le Wine Club ou pas ? Il est pas mal, ils ont une bonne sélection de vins. En plus, le président, en tout cas, Jérôme Mallet, est un grand amateur de vin. Il a un domaine dans le Sud et c'est quelqu'un que j'ai reçu régulièrement à bord du Cercle Wine Business, qui est un autre club sur le thème du vin aussi. Juste d'un mot, ça vous vient d'où, cette passion du networking dans votre histoire ? Parce qu'on vous découvre à travers vos livres, on vous connaît.
Ça naît comment ? Ma première boîte, je l'ai créée quand j'avais 20 ans. Je suis parti en Chine après mon école de commerce et j'ai découvert l'empire du milieu. Et j'avais la distribution de parfums en Chine, donc je vendais des parfums en chinois. Ma copine de l'époque, ça arrive aussi, était la fille du maire d'une grande ville et elle m'a présenté les 100 Chinois qui tenaient 1 milliard de personnes. Et je me suis dit, quand même, taper en haut de la pyramide pour redescendre, c'est pas si mal. Donc ma démarche networking, la toute première, c'est quand j'avais 20 ans, 22 ans et en Chine. Et après, donc, quand je suis revenu, j'ai monté le Wine Business en 91, qui est un gros club avec un peu plus de 1100 entreprises qui sont membres. Et j'ai développé cette activité autour du networking jusqu'à créer donc récemment le Networking Premium Group. Votre réseau vin n'a pas le lien direct avec l'activité d'aménagement et d'espace. C'était quoi l'esprit ? C'était de faire se rencontrer ? L'esprit à l'origine, c'était déjà de remercier nos clients, déjà de trouver les centres d'intérêt, de tourner autour des centres d'intérêt et de ne pas faire des choses de masse où au final les échanges, on ne se parle pas. Donc c'est de trouver des centres d'intérêt, déjà de remercier nos clients et puis après d'essayer que les gens se retrouvent, travaillent ensemble, fassent des affaires ensemble, mais au final dans cet esprit qu'on essaie d'être convivial, amical et voilà. Et puis avec le temps, il y a des gens qui sont plus ou moins experts que d'autres. Il n'y a pas de mauvais mots, il n'y a pas de jugement. Et en fait, c'est aussi une manière, on essaye de pas être davantage que 15-20. Donc on garde cet aspect intime, les gens peuvent parler entre eux. Et c'est un petit peu du sur-mesure. En tout cas, on essaye que ça aille dans ce sens. Et finalement, ça échappe à celui qui crée le réseau, puisqu'il se passe des liens d'interaction entre des... Alban, racontez-nous votre embauche, puisque vous dites c'est le réseau. Oui, c'est vrai que c'est vrai pour plein de gens. Hein. Oui, alors écoutez, j'en profite pour remercier Noémie Sicurel, voilà, qui m'a du coup Bien sûr. avec qui j'étais en relation pendant 2 ans et nous étions à la base consoeurs. Je l'avais questionnée sur des sujets de prise de référence pour des anciens collaborateurs et donc c'était ma consoeur de l'époque et on est resté en relation et un jour elle m'a appelée en me disant j'aimerais qu'on se rencontre, mais cette fois-ci pour un autre sujet. Vous, quand vous regardez ce sujet, Alban, vous êtes tenté, à titre personnel, mais aussi pour l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, de vous dire c'est pas bête ce co-branding, c'est pas bête aussi d'aller au-delà des sujets recrutement. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ? Mais c'est fondamental et je vais vous dire, en fait, pour moi, la partie recrutement, c'est 10% de mon job. Alors vous allez me dire, c'est étonnant parce que vous êtes cabinet de recrutement et c'est que 10%. En fait, 90%, c'est justement tout ce qui est autour et c'est le réseau. Et moi, ce qui m'intéresse et je pense ce qui nous plaît chez Robert Half, c'est d'avoir justement le centre d'intérêt. Alors, qui n'est pas forcément le vin. Quand on est dans notre univers, on va chercher souvent des problématiques communes pour faire que nos clients, nos candidats se rencontrent autour d'une problématique commune. Et Dieu sait s'il y en a. Donc aujourd'hui, ce qui fait venir des gens à se rencontrer, étant donné le rythme de la vie active, etc., c'est pas d'aller simplement partager une coupe ou une coupe de champagne. C'est d'aller plus loin. C'est d'aller plus loin, c'est de donner du contenu. C'est aussi donner pour recevoir. Donc c'est d'apporter quelque chose, une valeur ajoutée réellement. Donc, difficile de quantifier, je dirais, la densité d'un réseau, de savoir si ça a matché, si les emplois sont créés. On le sait. On sait que dans ces lieux de convivialité ou d'échange se créent des affaires, se nouent même des amitiés. C'est très invisible tout ça. Mais c'est quoi ? On arrive à le quantifier, ça, vous le savez, vous, dans la masse de votre réseau ? On apprend que, par exemple, par rapport au cercle Wine Business qui était en 91, il y a une 50aine de personnes qui ont été embauchées parce que je sais qu'ils ont été embauchés par d'autres adhérents ou des sociétés qui ont été achetées ou vendues à d'autres adhérents. Donc tout ça se sait et c'est vrai que c'est d'abord un lien. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un au cours d'un thème fédérateur, ça peut être le sport, ça peut être le rugby, peu importe, et on sympathise. Et quand on se connaît, on se dit est-ce qu'on peut, oui ou non, faire du business ensemble ? Il y a quelques clubs sur lesquels c'est interdit, ça s'appelle de l'hypocrisie, parce qu'on est tous dans le monde des affaires, et dans ces cas-là, on se rencontre pas forcément que pour les beaux yeux des gens. Alors on se fait des potes parfois, mais on est d'abord là pour faire du business. Donc en fait, tout le monde le sait, hein. Oui, on est d'accord. On vient dans ce cercle parce qu'on sait qu'on va avoir les interlocuteurs pour faire du business. Mais parce qu'il y a un petit côté comme ça, un peu sulfureux, on se dit oui, c'est du réseau, réseau amène au piston. C'est pas le sujet. Non, ça s'appelle saisir les opportunités. Quand on connaît les gens, le business, quand on ne se connaît pas, on va se recommander, j'y crois pas. Il faut se connaître un peu. Puis après, il y a aussi d'autres choses, parce que même si c'est une grande pièce de théâtre, par exemple, par rapport au cercle Wine Business, je me souviens, à la première soirée, on avait comme invité en 91 Serge Dassault qui nous parlait de son business, puis un petit vin de comptoir qui s'appelle le Château d'Yquem. Bon, je me dis, ce jour-là, un vin de table. On veut de table. Hein. On va avoir 1000 personnes. Et on s'est retrouvé à 14 personnes pour la première soirée. Et j'ai failli me suicider. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens bougent ? Donc, construire un réseau, un esprit club, ça prend du temps. Et après, il y a des points positifs, parce que par exemple, quand les adhérents du club ont eu des soucis, donc des gens qui ont été licenciés ou en dépôt de bilan, ça arrive, c'est avec là on perd 90% de son réseau. 90% des gens qui vont dire, surtout Alban, tu m'appelles, faut les appeler, ils répondront pas. Et nous, on a essayé de faire un peu différemment en gardant les gens pendant 2 ans gratuitement au club.
Et ça, je crois que c'est une des raisons du succès, au bout de 30 ans, cette pseudo-fidélité. Ça, c'est très intéressant. Bon, voilà, tout le monde ne le fait pas. Mais ça maintient le sens. Ça maintient le sens à la vie aussi. Il y a une deuxième chance, une troisième chance. Et puis ces gens vont rebondir. Donc après, on se rend compte qu'il y a aussi un Et ils vont rendre. business, mais on ne le sait pas au début, quoi. Vous évaluez, alors il y a le plaisir du vin, il y a le plaisir de goûter, de découvrir et de grandir aussi avec ce breuvage. Mais en termes business, est-ce que vous réussissez à quantifier ça? En fait, nous, la manière dont on crée du business, c'est souvent, on ne fait pas de marketing chez Quadrilaté, on ne fait pas de marketing de masse, c'est souvent de la recommandation, de la prescription. Et donc, on arrive à mesurer les retours quand soit des personnes, c'est ce que je dis, vous êtes les bienvenus, revenez toujours avec quelqu'un qui a besoin de découvrir, certes, l'univers du vin, mais qui a peut-être besoin de découvrir notre entreprise. Donc, les personnes viennent avec d'autres personnes. En fait, on est mis en relation de la sorte et sans que ça soit forcé, sans que c'est parce que les personnes en ont envie. Et naturellement, cette envie, ils la communiquent assez facilement aux personnes de leur entourage en se disant bah, tiens, rencontre ces gens, c'est des gens de qualité et voilà. C'est une sorte de tampon. Il y a un certain niveau de responsabilité quand même. Complètement. Même à très haut niveau. Le fait d'appartenir à des réseaux que vous citez, je pense que le Cercle Colbert et quelques autres, c'est un peu un gage qui est en plus dans le CV où on se dit il a tout. On est d'accord, ça joue quand même. Oui, c'est le petit supplément. On a lancé il y a 6 mois le Networking Premium Group, donc à 3 métiers qui recrutent des administrateurs indépendants, qui fait de la formation au networking et qui a l'activité outplacement. Et là, on a une certaine originalité, c'est-à-dire que les personnes, on travaille que sur les COMEX. Et bizarrement, les COMEX, quand ils sont licenciés, ils n'ont pas beaucoup de réseau. Pourquoi? Parce que quand on est DAF, quand on est DG, on bosse, et on ne prend pas le temps, parfois la prétention de dire qu'on n'en a pas besoin. Et nous, dans ce package, pendant 18 mois, ils ont accès à 150 événements réseau, les soirées du wine, des petits déjeuners de l'Interallié, les French Finders. Donc, on les aide à construire leur réseau relationnel post-licenciement. Et ça, je crois que c'est important parce qu'encore une fois, c'est bien de connaître les gens et de leur dire coucou, je gère du boulot aussi. Je me permets juste de rebondir parce que je trouve que c'est intéressant, Alain, ce que vous disiez. En fait, c'est un métier à part entière, le network. C'est ce que j'allais dire. Et le problème, souvent, c'est qu'on arrive trop tard dans le network, qu'on arrive quand on a déjà besoin de quelque chose finalement. Et je pense que c'est en tout cas un des réflexes qu'il faut avoir, c'est de l'entretenir au quotidien, y compris quand on est COMEX, quand on a des grandes responsabilités, quitte à le cibler, à être vraiment sur mesure, parce qu'on ne peut pas être en relation avec tout le monde tout le temps. Mais par contre, effectivement, il faut avoir cette relation en cercle vertueux. Je voudrais préciser, il y a des clubs où on paye. On entend bien qu'il faut payer son droit d'entrée pour pouvoir accéder à un réseau, pour le dire. C'est pas le cas. Non, mais je voulais préciser, le Wine Club, c'est un réseau ouvert. C'est un investissement de Quadrilatère, comme si on pouvait investir dans une campagne de communication, dans du marketing. C'est un investissement qu'on fait pour déjà fidéliser. On est dans des métiers où on peut rapidement faire des one-shots, donc fidéliser nos clients, faire du repeat business, c'est important. Mais en tous les cas, c'est gratuit. Vous, Alban, vous nous avez dit que vous vouliez aller plus loin, mettre du contenu, de l'intelligence, du savoir. Dans la liste des réseaux que vous citez dans votre livre, il y a beaucoup de réseaux d'intelligence, où il y a des conférences, où il y a de la réflexion. Moi, je me rappelle des réseaux à l'Assemblée nationale. Alors, vous ne l'avez pas mis, parce que je pense que c'est l'Assemblée, mais il y a le club des tintinophiles. Vous le connaissez, ce réseau? Oui, de nom. Et puis, il y a aussi, à l'époque, il y avait les fumeurs de cigares, je peux le dire. Vous ne l'avez pas mis non plus, celui-là? Non, on ne l'a pas mis. Mais il y a un club... Parce que chaque fois que je sors un bouquin, on me dit tiens, tu n'as pas mis ça. Mais c'est vrai ça doit vous agacer, ça. Oui. Mais je veux dire... C'est super quand même. Hein. Bon. Non, mais c'est très aimable. Mais vous, c'est votre entreprise maintenant. Ça veut dire que vous avez fait d'une passion un métier, et d'un métier presque un art. Parce que c'est quand même tout un... C'est très psy, votre métier, quand même. C'est une notion de fidélité. Mettre les gens au bon endroit, les faire se rencontrer... Vous êtes d'accord? Je rentre un peu dans les secrets de fabrication, là. Oui, bien sûr. Et encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas compatibles. Ça ne sert à rien de présenter Alban à Nicolas si on est convaincu que ça ne va pas fitter. Ça ne sert à rien, même si Alban rêve de rencontrer Nicolas, on peut le comprendre. Mais ça y est, c'est fait, là. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. Ça, c'est très important. Mais je reviens sur cette notion de fidélité. Quand quelqu'un a un problème dans la vie, quand tu pars à la retraite, autre chose, gardez un lien avec ces gens. Il y a des liens directs, indirects, on ne sait pas qui est le fils de... Tout ça, c'est vraiment la vision court-termiste. C'est pas une bonne chose. C'est mauvais pour tout le monde, je pense. Et il y a un élément, Alban, je pense que Nicolas ne va pas me contredire, c'est que ça permet d'aller au-delà la simple relation professionnelle, le réseau. On apprend à découvrir qu'on a des enfants, qu'on a la même passion, qu'on vient de la même ville, qu'on a fait le même lycée. Tout ça, c'est contributif. Mais en fait, à donner envie à l'autre. Ça rend la relation, si je ramène à un pan RH et recrutement, ça amène en fait quelque chose de beaucoup plus naturel finalement dans la relation. Effectivement, on sort d'un cadre qui peut être simplement mercantile. Donc ça, c'est effectivement très important. Et ensuite, on arrive avec un label aussi qui est le label de confiance. Lorsqu'on ouvre son réseau à quelqu'un d'autre, finalement, on le met déjà en condition de succès parce qu'on va apporter son propre crédit.
Donc c'est en ça que le cercle, encore une fois, est vertueux là-dessus. Et vous engagez votre légitimité, c'est-à-dire quand Bien on sûr. soutient quelqu'un du réseau, il est chez Sa moi, réputation. Ouais. on est d'accord, hein. Absolument. On engage sa réputation, c'est pas rien quand même. Hein. Ouais, c'est donner pour recevoir, et puis écouter, pas parler. Et- écouter. Nicolas ? Une bonne partie des relations professionnelles, ou même nous, la manière dont on est sollicité, c'est souvent, tiens, tu connais pas quelqu'un qui est dans ce domaine-là, tu connais pas ci, et naturellement, on est par recommandation. Nicolas, c'est Et- pas une question personnelle, hein, parce qu'on est à l'antenne, mais on y rentre comment dans votre club? Non, mais voilà, ça allez poser. club des copains de C'est Nicolas. fait, quoi. Alors, on y rentre Frédéric. comment Naturellement, si vous avez été client, vous y rentrez, parce que le premier objectif, c'était de remercier les gens qui C'est nous bien ont ça. fait confiance, et de continuer à avoir un lien avec ces gens-là, sans leur parler de notre activité, sans parler business, mais autour d'un centre d'intérêt. J'en reviens là-dessus. Alors, et on a d'autres personnes qui sont passionnées de vieilles voitures ou de sport automobile. On essaye aussi de trouver des choses sur mesure. Particulièrement, on a même un fichier où on connaît un petit peu Les goûts. les goûts de nos dirigeants. Attention, Et de nos RGPD, clients. attention. Voilà, exactement. Et on parlait d'RGPD, on parle de compliance aussi. C'est de plus en plus difficile d'inviter les gens, ou que les gens acceptent des invitations. Exact. D'où la recommandation, effectivement. Exactement. Ouais, ouais, Exactement. Parce que le mot qui rassure, c'est on est tous très sollicités, vous l'êtes tous Oui. et je le suis. On n'y va pas parce qu'on n'a pas la reco. Tu verras, c'est sympa, les gens sont cool. Tu verras, c'est très intelligent et c'est sympa. C'est vrai ça. Absolument. Donc il faut quand même. Vous avez des ambassadeurs, j'imagine, qui font du relais. Les ambassadeurs, C'est obligé. Dans mon prochain bouquin qui va sortir là, sur les réseaux, qui s'appelle donc de Cro-Magnon à LinkedIn, l'art du networking, on a aussi noté le côté convivial des clubs. C'est important. Mais c'est essentiel. Voilà. Est-ce que- L'environnement. Ils sont sympas ou pas? Alors, ils sont quand même tous sympas globalement, hein, mais plus ou moins quand même. Oui. Est-ce qu'ils sont sympas avec les jeunes? Est-ce qu'il n'y a que des vieux? C'est important ça aussi. Alban, ça Mais vous a on donné a- envie de rentrer dans un de ces clubs là ou pas? Alors bien sûr, je suis prête à juste après. Voilà, vos messieurs, contractualiser. n'hésitez pas à donner les liens. Non, mais ce que je trouve intéressant, et vous avez raison sur la partie convivialité, à 2 événements clients, par exemple, différenciants, ce qui a le mieux marché chez nous dernièrement, c'était le fait de pouvoir faire venir nos clients et nos candidats, hein, donc nos contacts, hein, mais venir accompagner. On leur a demandé de venir avec une recommandation. Ça change tout. Et on a eu 50% de plus de personnes présentes, ce qui est quand même Bien pas sûr. neutre. Donc, Ouais, je absolument. rejoins, Et puis ça peut être souvent un moment, un petit peu une bulle d'oxygène. Où c'est ce qu'on dit, vous venez Ouais. avec les personnes de votre choix. bien sûr. Ça peut être compagne, ça peut être mari, ça peut être relation professionnelle. Et puis il faut le reconnaître, ça rassure aussi. Quand on entre pour la première fois dans un club, on est accompagné, on ne se sent pas seul. Oui. On voit qui tout seul? Et on peut parler déjà au moins à la personne qui vous accompagne. Parce que je pense qu'inconsciemment, il y a un peu de ça. Ah Puis oui, assez rapidement, on brise Alors, la bon, faut glace. pas rester qu'avec elle non plus. Bon, c'est Mais travers, ça, quoi. ça c'est le boulot. Évidemment, c'est votre boulot, vous, Alain Marty, de dire attends, allez donc parler à ce groupe. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairé sur les Merci enjeux à de vous. ces réseaux. Alors, d'influence, le mot comme ça est un peu, mais des réseaux ou de ces cercles. Nouvelle édition avec un prochain livre. Il sort quand votre livre de Cro-Magnon à Il LinkedIn? sort le 1er décembre, 1er décembre, chez qui? chez nous, chez mon propre éditeur. Vous auto-éditez. Absolument. Merci Alain Marty. Ce livre était sorti aux éditions du Rocher. Merci Alban Armand, directrice du recrutement chez Robert Half, et Nicolas Chéreau. On l'aura compris, ce cercle très fermé du Wine Club. Et vous êtes le directeur général délégué au développement chez Quadrilatère. Exactement. Merci à vous. On termine notre émission avec un sujet qui va vous intéresser, c'est l'onboarding, sujet dont on parle parfois dans les cercles business. Comment j'accueille un collaborateur? Comment je lui donne envie de rester dans mon entreprise? Et c'est tout un art. On en parle à la fin de notre émission. C'est Fenêtre sur l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'onboarding avec une étude passionnante réalisée par WorkHello et l'Institut Ipsos, si je ne m'abuse. Et on en parle avec Alexandre Grenier, qui est le CEO et le cofondateur de WorkHello, qui est déjà venu sur notre plateau il y a quelques années maintenant. Étude très intéressante parce qu'on voit l'importance que revêt l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration du salarié. Un chiffre d'abord, presque la moitié des salariés sont globalement dans cette étude Ipsos assez mécontents de la façon dont ils ont été intégrés. Exactement. C'est un chiffre que nous avons sorti dans l'étude avec Ipsos, justement, avec pas mal de données intéressantes. Et en effet, 1 sur 2 a déjà vécu une mauvaise intégration. Et pourtant, 97% dans l'étude estiment que l'onboarding, c'est important dans leur carrière professionnelle, un moment très important. Donc voilà, ça montre tout le problématique justement des entreprises qui doivent faire face à un sujet qui est de plus en plus important à traiter pour eux.
Alors, l'étude est très précise. On parlera de l'onboarding digital dans certaines tranches d'âge, notamment chez les jeunes, mais les gros sujets d'onboarding, c'est personne n'était là pour m'accueillir, le matériel n'était pas là quand je suis arrivé à mon poste. Enfin, c'est tous les détails de la vie pratique qui, en plus, engagent d'autres services de l'entreprise, le service DSI et quelques autres. En fait, il y a différentes phases dans l'onboarding. Il y a le pré-boarding avant le premier jour. Donc là, on va préparer tout le matériel. On va communiquer aussi avec le collaborateur pendant cette période d'attente avant le premier jour. Et puis après, on décompose ça de premier jour, première semaine, premier mois. Et en effet, sur chaque période, il est nécessaire d'avoir toute une liste d'actions à faire pour que tout se passe bien. Et surtout, l'objectif, c'est d'accompagner humainement le collaborateur sur ces phases-là. Alors Alexandre, on va voir un chiffre tiré de votre étude Ipsos Workelo sur les 33% de collaborateurs qui, globalement, quittent l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont été mal onboardés. Exactement. Ils ne se sentent plus du tout dans leur assiette. En effet. Et ils s'en vont. Sur les 800 personnes qu'on a interrogées dans l'étude, il y en a 33% qui nous ont indiqué qu'ils avaient déjà mis fin à leur période d'essai à cause d'une mauvaise intégration. Donc ça montre toute l'importance justement de cette étape clé dans la vie du collaborateur dans l'entreprise. Et puis, il y a d'autres datas aussi qui sont intéressantes à pousser, notamment autour du fait que même les collaborateurs qui sont dans l'entreprise continuent à se poser des questions. Donc ça, c'est aussi un sujet important à se poser des questions, et on va le voir, à continuer à regarder les offres. Exactement. Donc, c'est-à-dire ils continuent à regarder les offres. En effet, c'est ça. 36% continuent de regarder les offres d'emploi, alors même qu'ils sont déjà en poste. Donc, ça montre le fait que ils vous attendent au tournant en tant qu'entreprise sur le sujet de l'intégration. Et puis, trois chiffres, mais 83% souhaitent clarifier leur mission rapidement. Ça, c'est une demande évidente. Soit 80% d'entre eux veulent une vision claire du parcours d'intégration parce qu'ils ont envie d'être pris par la main étape par étape, ce qui n'est pas toujours le cas. Et 79% préfèrent une formation progressive, pas leur donner en une semaine tout pour toute leur vie. J'évoquais tout à l'heure un sujet qui me semble intéressant. L'onboarding, c'est souvent alors, effectivement des notifications, c'est parfois des éléments concrets. Et les jeunes, les 18-24, souhaitent et sont très favorables à l'onboarding digital. Ça, c'est très intéressant, ce qui n'est pas le cas des autres. Exactement. En termes d'attente, dans les populations, on remarque que les hommes et les femmes ont les mêmes attentes sur l'intégration. On remarque aussi que par rapport à la taille d'entreprise, il y a vraiment une différence aussi de vécu. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans les PME ETI, avec des structures qui sont plus agiles, plus petites et moins multisites, eh bien l'onboarding est plus facile. Ah oui. Puisqu'en fait, on peut le gérer plus facilement. Le service RH est dans le même bâtiment que le collaborateur qui arrive. Par contre, sur les entreprises qui sont multisites, vraiment éclatées, là, à ce moment-là, il y a des vrais sujets sur l'intégration et on relève vraiment un manque des collaborateurs sur ces tailles d'entreprise-là. Juste avant de nous quitter, au-delà de la photographie que vous faites, quelles sont les recommandations que vous faites? Est-ce qu'il faut, quand on est sur des sites éclatés, faire des vidéos, créer du lien? Comment on fait? Oui, justement, dans les jeunes générations, ce qu'ils poussent, c'est le digital, justement, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt, et c'est les outils qu'ils utilisent aussi au quotidien. Donc le digital permet justement de faire en sorte que l'onboarding soit uniforme, quel que soit le site que l'on intègre. Et puis surtout, ça passe par mettre en place aussi des processus internes qui soient clairs, bien défini pour faire en sorte que chaque manager sache exactement ce qu'il a à réaliser dans l'intégration. Donc c'est une combinaison de tous ces éléments-là, à la fois une clarté, comme vous avez dit, sur les missions, sur les premiers jours. Important, en effet. Le matériel bien préparé, l'administratif aussi qui est bien cadencé à chaque étape, la communication régulière pour rassurer, parce qu'il y a un vrai effet aussi de stress. Dans l'étude qu'on a sortie, il y avait aussi à peu près 70% des collaborateurs qui estimaient qu'ils étaient stressés ou soucieux en rejoignant l'entreprise. Donc ça, c'est des choses... On a une inquiétude. Exactement, qu'on peut désamorcer aussi à travers des petits messages, à travers des éléments un peu sympas qu'on peut automatiser aussi derrière. Merci Alexandre d'être venu nous rendre visite. Workelo et cette étude Ipsos qui est très très riche avec beaucoup de data et beaucoup de données à découvrir. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes le CEO et le cofondateur, vous l'aurez compris, de Workelo. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à André à la réalisation, merci à Alexis au son et merci à vous pour votre fidélité et tous les messages sur les réseaux sociaux. Je les lis évidemment. Merci à vous, bye bye. Merci.